Rudo est un garçon laid, fauché et sans amis qui passe le plus clair de son temps à fouiller les poubelles dans le quartier riche de la ville. Un jour, il remarque qu'une femme riche jette un sac poubelle contenant une poupée en parfait état, et il la veut. Il se rend donc au site de collecte des déchets et se faufile dans l'une des salles des poubelles afin de commencer à chercher des objets de valeur. Cependant, il est un peu trop négligent dans son approche, car il est repéré par l'un des gardes. Les gens ici doivent prendre leurs ordures très au sérieux, car le garde se précipite immédiatement à l'intérieur et pointe son arme sur Rudo. Seul le personnel autorisé est autorisé à entrer ici, et lorsqu'il se rend compte que Rudo est un pilleur d'ordures, le garde déclenche l'alarme pour appeler des renforts. Rudo n'a pas l'intention de rester plus longtemps, alors il saute dans le vide-ordures et remonte pour pouvoir sortir, mais la procédure de verrouillage a déjà été déclenchée, et juste au moment où il s'apprête à s'échapper, la porte d'entrée est fermée. Les gardes finissent par rattraper Rudo, et dès qu'ils ont une vue dégagée, ils ouvrent le feu sans hésiter, tout cela parce qu'ils ne veulent pas qu'il fouille dans leur poubelle. Alors que les balles se dirigent droit vers Rudo, il se concentre et se met à bouger si vite qu'il parvient à esquiver les balles tirées à bout portant. Mais n'oubliez pas que les gardes ne savaient pas qu'il pouvait se déplacer assez vite pour esquiver les balles, ils voulaient donc vraiment le tuer pour des ordures. Rudo parvient à se faufiler par l'une des portes ouvertes et court vers la zone de chargement tandis que les gardes continuent de tirer sur lui. À un moment donné, il est effleuré au bras par une balle, mais il parvient tout de même à franchir le mur pour s'échapper du centre de collecte des ordures. Le garde continue de le poursuivre, mais Rudo parvient à rester caché dans les égouts jusqu'à ce que la voie soit libre. Mais il ne comprend pas pourquoi ils sont prêts à aller si loin pour l'empêcher de fouiller dans les ordures alors qu'il ne fait de mal à personne. Le matin vient, et tous les habitants de la ville ont entendu parler du récent raid sur les poubelles. Ils sont horrifiés à l'idée que les membres de la tribu, sales et répugnants, fouillent dans les déchets qu'ils ont jetés. Dans cette ville, la population est divisée en deux groupes, les citadins, qui vivent dans la partie propre et immaculée de la ville, et les membres de la tribu, qui vivent dans la partie sordide de la ville. La nouvelle du pillage des poubelles fait également beaucoup parler ici, mais tout le monde dans cette partie de la ville sait déjà que Rudo doit être derrière tout ça, principalement parce qu'il est en train de réparer tous les déchets qu'il a ramassés la nuit dernière. Quelques instants plus tard, Rudo est confronté à son ami Chiwa, qui lui crie dessus pour être retourné fouiller les poubelles. Les citadins sont très stricts en matière de gestion des déchets, et on ne sait pas ce qu'il ferait à Rudo s'il le surprenait en flagrant délit. Rudo comprend que ce qu'il a fait était risqué, mais il trouve injuste que les riches jettent toujours des objets qui sont encore parfaitement utilisables. De plus, la vente des objets réparés l'aide à couvrir ses frais de subsistance ici. Ainsi, lorsqu'un groupe de garçons arrive, ils se mettent immédiatement à insulter Rudo sans raison. Ils disent à Chiwa qu'elle ne devrait pas passer autant de temps avec un loser comme lui, et Rudo fait de son mieux pour rester calme, mais il continue à le pousser à bout. L'un d'eux renverse même la lanterne que Rudo était en train de réparer et lui dit que personne n'achètera jamais quelque chose qui a été touché par les mains sales de Rudo. Après tout, ils disent qu'il est le fils d'un meurtrier fou. Rudo essaie d'ignorer leurs insultes depuis un moment, mais cette dernière remarque sur son père l'a vraiment touché. Les garçons continuent de parler et expliquent que ces bidonvilles ont été créés à l'origine pour servir de prison aux criminels, et que maintenant, en tant qu'enfants de ces criminels, ils doivent tous se comporter de leur mieux dans l'espoir de se racheter et d'être autorisés à rejoindre la ville, mais que des gens comme le père de Rudo ont tout gâché pour tout le monde en se livrant à une série de meurtres. Le garçon a dit beaucoup de choses déplacées pour quelqu'un qui se trouve à portée de coups de pied, et cette dernière remarque a officiellement dépassé les bornes, alors Rudo le fixe d'un regard qui signifie qu'il est sur le point de s'en prendre à lui. Le regard animé de haine de Rudo les effraie tellement qu'ils se rendent compte qu'il serait malvenu de continuer à le provoquer, alors ils s'éloignent lentement. Une fois qu'ils sont partis, Rudo va silencieusement ramasser la lanterne qu'ils ont renversée, car il a l'habitude d'être ridiculisé sans raison, mais à sa grande surprise, Chiwa est toujours à ses côtés. Elle lui dit même qu'elle pense qu'il est quelqu'un de bien, et c'est la chose la plus gentille que quelqu'un lui ait jamais dite, alors il ne sait pas comment réagir. À ce moment-là, elle remarque le jouet que Rudo a réparé et elle l'adore. Elle est impressionnée que Rudo ait pu trouver quelque chose d'aussi mignon dans les poubelles et le réparer. La raison pour laquelle Rudo a récupéré la poupée était pour l'offrir à Chiwa, il est donc heureux d'apprendre qu'elle l'aime. Mais avant qu'il ait pu lui expliquer qu'il s'agissait d'un cadeau, la mère de Chiwa arrive et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Chiwa se lève et dit au revoir à Rudo avant de rentrer chez elle avec sa mère, et Rudo est déçu d'avoir raté l'occasion de lui avouer ses sentiments. Après cela, Rudo rentre chez lui aussi, mais dès qu'il entre, il trouve Recto debout devant lui, un large sourire aux lèvres. Il espionnait Rudo un peu plus tôt, alors il le regarde droit dans les yeux et répète mot pour mot la déclaration d'amour ratée de Rudo. Rudo est déconcerté et crie que ce n'est pas cool d'espionner ses moments privés, mais cela mis à part, Recto veut parler de cette petite virée à la décharge que Rudo a faite la nuit dernière. Recto admet qu'ils sont pauvres, mais pas au point que Rudo ait besoin de risquer sa vie pour chercher des déchets de valeur. Rudo insiste sur le fait que ce n'est pas si risqué, car il ne s'est jamais fait prendre auparavant,
mais Recto lui fait remarquer qu'il a été repéré la nuit dernière et qu'il a failli se faire capturer. Recto comprend que Rudo essaie seulement de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour lui, car ils ne sont pas liés par le sang, mais pour Recto, Rudo est son fils, donc il n'a pas besoin de le remercier pour quoi que ce soit. Recto a trouvé Rudo abandonné quand il était bébé et l'a recueilli comme son propre enfant, et il a toujours su que Recto le considérait comme un membre de sa famille, donc il ne se sent pas coupable ou quoi que ce soit. Il voulait simplement lui montrer un peu de respect en l'aidant un peu, comme un membre de sa famille. À ce moment-là, Recto remarque la blessure sur le bras de Rudo et lui demande s'il s'est fait tirer dessus hier. Rudo essaie de nier, mais il est évident que son bras est blessé, alors Recto lui dit de retrousser sa manche pour qu'il puisse le soigner. Et tant qu'il y est, il dit qu'il va changer les bandages sur le bras de Rudo. Une fois qu'il a fini de soigner la blessure de Rudo, il lui rappelle de rester loin de la décharge à l'avenir, car la prochaine fois, il pourrait ne pas avoir la chance de s'en sortir avec des blessures légères. Rudo assure à Recto qu'il va vraiment bien, car comparé aux blessures que son père biologique lui a infligées, une petite égratignure sur l'épaule n'est pas grave. L'ambiance change dès que Rudo mentionne son père, car ce n'est pas un sujet agréable à aborder. Dans cette ville, les crimes graves sont punis d'une peine de mort immédiate, et les coupables sont jetés dans la fosse sans hésitation. Le père de Rudo a été jeté dans la fosse pour les crimes qu'il a commis, et Recto ne veut pas que la même chose arrive à Rudo, alors il lui demande d'être plus prudent à l'avenir. Les mains de Rudo sont noires depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, et comme si cela ne suffisait pas, il souffre parfois de douleurs atroces. Les gens l'ont toujours regardé avec mépris en voyant sa blessure, mais Recto était différent. Il a donné à Rudo une paire de gants qui l'aidait à gérer la douleur qu'il ressentait, et Rudo les a toujours chéris depuis. Tout cela mis à part, Recto dit à Rudo qu'il ferait mieux de faire bientôt une déclaration à Shiwa, sinon quelqu'un d'autre pourrait la conquérir avant qu'il n'ait l'occasion de lui avouer ses sentiments, mais Rudo n'a vraiment pas envie de parler de ça pour le moment. Pendant que Recto et Rudo se disputent à l'intérieur, un mystérieux homme masqué se tient dehors et regarde leur maison d'un air sinistre. Le lendemain matin, Rudo essaie d'apprendre à sourire, car Recto lui a dit que cela le rendrait plus accessible. Mais après s'être entraîné pendant quelques minutes, Rudo se rend compte qu'il est tout simplement laid, et qu'aucun sourire ne pourra y changer quoi que ce soit. Cependant, il veut toujours offrir la poupée à Shiwa, alors il décide de se rendre chez elle. En chemin, il pense à la fosse et au fait qu'elle est considérée comme un immense dépotoir, au sens propre comme au figuré. Tous les déchets de la ville y sont jetés, et toute personne prise en flagrant délit de crime est jugée inutile à la société y finit également. Des exécutions publiques y sont assez souvent organisées, mais Rudo s'est toujours demandé ce qui se passait réellement lorsqu'une personne y était envoyée. À ce moment-là, Shiwa arrive et trouve horrible que des gens soient jetés dans la fosse tout le temps. D'après ce qu'elle a entendu, les bidonvilles ont été construits à la périphérie de la ville spécialement pour rappeler à tous les membres de la tribu que s'ils dépassent les limites, ils seront jetés dans la fosse sans hésitation. Tous ceux qui vivent ici n'ont d'autre choix que de regarder de plus en plus de gens être jetés là-dedans, mais Shiwa ne veut vraiment pas que cela lui arrive. Elle comprend qu'il n'approuve pas la façon dont les riches gaspillent des choses parfaitement utilisables, mais s'il continue à se mettre en danger comme ça, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se fasse prendre. Rudo rit un peu, car Recto lui a dit la même chose hier soir, et Shiwa, c'est probablement parce que Recto aime Rudo autant qu'elle. Rudo continue de rire pendant une seconde, mais il réalise alors que Shiwa vient de lui dire qu'elle l'aime. Dès que Shiwa se rend compte de ce qu'elle vient de dire, elle s'agite et commence à expliquer qu'elle ne voulait pas dire ça de manière bizarre. C'est la meilleure chance que Rudo aura jamais, alors il tend la poupée à Shiwa et lui dit qu'il l'a achetée pour elle parce qu'il pensait qu'elle pourrait l'aimer. Elle est ravie de ce cadeau attentionné et dit à Rudo qu'elle le chérira pour toujours, mais cela s'est passé bien mieux que Rudo ne l'avait prévu, alors il ne sait pas trop comment réagir. Il décide finalement de s'enfuir avant que son visage ne fasse changer Shiwa d'avis, et maintenant qu'il a enfin fait des progrès, il veut rentrer chez lui et tout raconter à Recto. Cependant, alors qu'il court au coin de la rue, il heurte accidentellement un groupe de gardes de la ville intérieure, qui ne remarquent même pas son existence et le dépassent comme s'il était un déchet. La présence d'apôtres dans les bidonvilles n'est jamais bon signe, mais pour l'instant, Rudo s'en moque complètement, car il a besoin d'aller se vanter auprès de Recto de sa vie amoureuse. Il finit par rentrer chez lui, mais dès qu'il ouvre la porte, il découvre avec horreur l'homme masqué avec une épée plantée dans la poitrine de Recto. L'homme masqué s'arrête un instant, surpris par l'apparition soudaine de Rudo, mais il reprend ensuite ce qu'il était en train de faire et enfonce l'épée plus profondément dans la poitrine de Recto. Rudo refuse de laisser Recto mourir devant lui, alors il essaie de repousser l'homme masqué, mais en moins d'une seconde, il se retrouve plaqué contre le mur et à peine capable de bouger. Il a été tellement battu qu'il ne se souvient même pas comment cela s'est passé, et l'homme masqué ne considère même pas Rudo comme une menace. Il est presque certain que Recto ne survivra pas, alors l'homme masqué se lève lentement et commence à sortir. Rudo ne veut pas le laisser s'enfuir, alors il crie au meurtrier de s'arrêter, mais cela ne fonctionne pas, alors il essaie de rassembler autant de force que possible pour pouvoir le poursuivre. Cependant,
Il entend soudain Recto essayer de parler, et aider Recto est plus important que se venger pour le moment, alors Rudo se précipite à ses côtés. Il essaie de rassurer Recto en lui disant qu'il va chercher de l'aide, mais il n'y a pas grand-chose à faire quand on a une épée plantée dans la poitrine, alors Recto attrape sa chemise et lui dit de partir d'ici aussi vite que possible. Rudo ne comprend pas pourquoi Recto lui dit cela, mais un instant plus tard, il est touché dans le dos par un tasé et plaqué au sol par les gardes de la ville. Il l'accuse d'avoir assassiné Recto, et malgré tous les efforts de Rudo pour expliquer qu'il n'est pas responsable, il refuse de l'écouter, et l'un d'eux va même jusqu'à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Lorsque Rudo se réveille, il se retrouve attaché au billot, suspendu au-dessus de la fosse, tandis qu'un apôtre le condamne pour un crime qu'il n'a pas commis. Les habitants des bidonvilles n'aimaient déjà pas Rudo, et beaucoup d'entre eux ne s'opposent pas à son exécution. Rudo se demande comment les choses ont pu en arriver là. Il n'a rien fait de mal, et pourtant, des dizaines de personnes réclament son exécution. Il regarde la foule, suppliant quelqu'un de croire en son innocence, mais tous les visages qu'il voit le regardent avec mépris. Il aperçoit alors Chiwa, qui est peut-être la seule à croire en son innocence, et il essaie de l'appeler pour lui expliquer qu'il n'est pas celui qui a tué Recto. Il lui demande de l'aider à trouver le véritable meurtrier afin qu'il puisse prouver son innocence, mais Chiwa l'interrompt et lui dit qu'elle a été idiote de croire qu'un homme comme Rudo pouvait être autre chose qu'un sale meurtrier, et qu'elle ne veut plus jamais avoir affaire à lui. Alors que Rudo regarde Chiwa s'éloigner, il réalise qu'il est désormais vraiment seul. Mais alors qu'il est sur le point d'être abandonné, il aperçoit un visage familier dans la foule, celui de l'homme qui a tué Recto. À cet instant, il se jure de tuer cet homme, ainsi que tous ceux qui lui ont tourné le dos. Lorsque Rudo rouvre les yeux, il se retrouve allongé dans un tas d'ordures et empeste manifestement, mais il est plus surpris d'être encore en vie ici, car il pensait que la fosse était censée être une condamnation à mort. Il lève les yeux et voit à perte de vue de vastes étendues de terre désolées, mais il entend alors un grondement sourd derrière lui. Quand il se retourne et voit le monstre géant des ordures qui le fixe du regard, il réalise que ce n'est pas une fosse ordinaire, mais l'enfer. Rudo se met à courir pour sauver sa vie, mais le monstre de déchets appelle des renforts et, en quelques instants, il est encerclé par deux autres monstres. Il a encore du mal à croire ce qu'il voit, car depuis quand des tas de déchets géants peuvent-ils prendre vie et vous attaquer? Cependant, la situation est bien réelle, et le crâne humain qu'il trouve par terre lui montre exactement ce qui va lui arriver s'il n'agit pas rapidement. À ce moment-là, le tas d'ordures sous les pieds de Rudo s'effondre, et il tombe à un niveau inférieur, ce qui lui fait très mal. Il a le souffle coupé lorsqu'il touche le sol, mais l'air ici sent pire qu'un sac de sport moisi, et il peut à peine respirer. Il se rend compte qu'il doit trouver un endroit où se cacher avant que les monstres ne l'atteignent, mais après avoir regardé autour de lui, il ne voit littéralement rien d'autre que des ordures, et il n'y a donc aucun endroit sûr. Rudo commence à perdre espoir et pense qu'il va finir par mourir quoi qu'il fasse. Mais il se souvient alors de ce que Recto lui a dit avant de mourir, et Rudo refuse de mourir avant d'avoir fait payer à tous ceux qui l'ont méprisé comme un déchet, aux lâches qui l'ont regardé être jeté dans la fosse, et surtout au salaud qui a tué Recto de sang-froid. L'un des monstres poubelles tente d'attaquer Rudo par surprise pendant qu'il est en plein monologue, mais celui-ci est tellement rempli de rage qu'il lui fracasse le crâne avec un tuyau métallique. Pendant ce temps, sur un tas d'ordures voisins, un homme aperçoit Rudo de l'autre côté du champ d'ordures et s'intéresse à lui. Rudo fait de son mieux pour riposter contre les monstres, mais son tuyau métallique ne cause pas beaucoup de dégâts à leur corps de déchets, alors il est repoussé et rebondit plusieurs fois sur le sol. Finalement, il met la main sur un panneau stop cassé, qu'il lance sur le monstre poubelle, et il parvient à lui causer des dégâts importants. Mais avec tout l'air toxique qui règne ici, Rudo ne peut pas continuer à se battre comme ça indéfiniment. Les deux monstres poubelles voient que Rudo a du mal à se relever, alors ils décident tous les deux de charger en même temps. Cependant, juste avant qu'ils ne puissent le frapper, Rudo attrape un morceau de tôle. Avec celui-ci, il coupe l'un des monstres poubelles en deux, provoquant une énorme explosion de déchets. Rudo est soulagé d'avoir réussi à vaincre le monstre poubelle, mais malheureusement, ce n'est pas encore fini. Un autre monstre poubelle apparaît juste devant lui, et celui-ci est beaucoup plus grand que les autres, alors Rudo n'a d'autre choix que de courir pour sauver sa vie. Le monstre s'écrase au sol, et Rudo est projeté en l'air avant d'atterrir juste devant l'homme qui l'observait. Il est déconcerté lorsqu'il voit l'homme pour la première fois, mais il ne parvient toujours pas à respirer correctement à cause de l'odeur nauséabonde qui flotte dans l'air. L'homme le soulève alors, le projette sans raison à travers la pièce, puis lui enfile un masque à gaz sur le visage. Au début, Rudo est furieux, mais il se rend compte qu'il peut enfin respirer et qu'il devrait donc être reconnaissant. Il se tourne vers l'homme et le remercie pour son aide, mais il a quelques questions à propos de cet endroit, comme où il se trouve, ce que sont ces monstres et si tous les autres endroits sont comme celui-ci. Toutes ces questions sont très pertinentes, mais l'homme mystérieux dit simplement à Rudo de se taire et de rester tranquille. Rudo ne comprend pas pourquoi l'homme ne veut pas répondre à ces questions, alors il se met à crier qu'il a besoin de réponses. Il vient d'être jeté ici et n'a aucune idée de ce qu'est cet endroit,
Alors il refuse de se taire tant que l'homme ne lui aura pas donné de réponse. Les cris de Rudo énervent l'homme, qui se met à lui crier dessus à son tour. Il dit, cet endroit est l'une des nombreuses décharges toxiques créées par des esprits comme Rudo, et il aurait fini par l'expliquer, mais Rudo n'a pas pu tenir sa langue, alors maintenant ils doivent à nouveau s'occuper de ces choses. L'homme explique que ce sont des bêtes poubelles, des monstres faits de déchets qui ne peuvent être blessés avec des armes normales, et qu'ils réagissent au bruit, donc les cris de Rudo ont en gros sonné le dîner pour toutes les bêtes poubelles de la région. Les bêtes poubelles de cette région sont particulièrement méchantes, donc l'homme espérait éviter d'attirer leur attention, mais il est trop tard pour ça maintenant. De l'énergie commence à circuler des bras de l'homme vers le parapluie qu'il tient, et sous les yeux de Rudo, le parapluie change de forme. Lorsque le monstre de déchets attaque, l'homme utilise le parapluie pour le réduire en morceaux. Rudo n'en revient pas que l'homme ait pu détruire le monstre de déchets aussi facilement, mais il y en a beaucoup d'autres, il a donc encore beaucoup de travail devant lui. L'homme se prépare à charger et, en quelques secondes, il parvient à abattre une douzaine de bêtes poubelles comme si de rien n'était. Rudo est émerveillé par ce qu'il vient de voir et il est curieux de savoir pourquoi ce parapluie est si puissant. Comme il était capable de causer autant de dégâts tout seul, il pouvait enfin faire regretter à tous ces crétins de la ville ce qu'ils avaient fait. L'une des créatures vomit une substance nauséabonde, et l'homme comprend qu'il ne faut pas la toucher. Il utilise donc son parapluie pour parer le jet avant de le planter directement dans la tête de la créature. Une fois qu'il a terminé, il retourne vers Rudo pour voir comment il va, et il enlève son masque pour se présenter. Il dit qu'il s'appelle Engin et qu'il est un nettoyeur, mais il regrette immédiatement d'avoir enlevé son masque car l'air sent toujours aussi mauvais. Quelques instants plus tard, Rudo s'évanouit d'épuisement à cause de tous les dommages qu'il a subis plus tôt, et pendant qu'il est inconscient, il se souvient d'un vieux souvenir de son temps avec Recto. Quand Rudo était plus jeune, il est rentré un jour couvert de boue, et Recto lui a demandé ce qui s'était passé. Il explique qu'il avait été poussé dans la boue par des enfants. Tout ce qu'il avait fait, c'était leur dire que les objets étaient vivants, car si on en prenait soin assez longtemps, une âme viendrait y habiter, mais les enfants se sont moqués de lui et ont commencé à le harceler après cela. Rudo a appris cette histoire de Recto, et il se sent coupable de l'avoir répétée, car cela a causé des ennuis à Rudo. En effet, ce genre d'histoire est généralement inventé, mais Recto croit vraiment que les objets peuvent avoir une âme. Rudo s'illumine en entendant cela et demande si cela signifie que tous les objets dans la pièce ont également une âme. Recto répond que tout peut avoir une âme. Même les gants que Rudo porte peuvent avoir une âme, à condition qu'il les chérisse. Rudo se réveille plus tard et se retrouve traîné sur le sol par Engin. Il se met à crier, exigeant de savoir pourquoi Engin l'a enchaîné. Alors Engin rappelle à Rudo qu'il est encore un parfait inconnu et qu'il est hors de question qu'Engin ramène un inconnu à la base sans prendre certaines précautions au préalable. Rudo commence à s'agiter et demande à Engin de le laisser partir, car il doit retourner en ville dès que possible, mais Engin lui répond que ce n'est pas possible pour le moment. L'endroit que Rudo appelle, la ville, s'appelle ici, la sphère, et comme elle se déplace beaucoup dans le ciel, il est difficile de savoir où elle se trouve exactement. Il y a aussi le fait que Rudo ne sait pas voler, donc il ne pourrait jamais remonter là-haut. Il y a d'autres facteurs également, mais le fait est que pour l'instant, Rudo est coincé ici, donc il devrait simplement se taire et faire avec. Cependant, Rudo refuse d'abandonner, car rien ne l'empêchera de se venger de ces salauds dans la sphère. Plus tôt, Engin a dit que Rudo était coincé pour l'instant, ce qui signifie qu'il doit y avoir un moyen de remonter à la sphère après tout, et Rudo veut savoir lequel. Il demande à Engin de lui dire tout ce qu'il y a à savoir sur cet endroit et comment le quitter, car il ne se taira pas tant qu'Engin ne lui aura pas tout expliqué. Engin en a assez des cris incessants de Rudo, alors il lui dit que s'il est si désespéré de savoir à quoi ressemble la surface, il va lui donner une leçon de première main. Engin continue de traîner Rudo jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à une vieille station-service avec 2 camions devant. Engin dépose alors Rudo et lui souhaite bonne chance avant de le laisser se débrouiller seul. À ce moment-là, Rudo aperçoit 5 hommes qui le regardent, tous semblant étonnés de le voir. Il trouve les vêtements de Rudo étranges et commence à spéculer qu'il pourrait être un sphérite, mais pour en être sûr, il demande à Rudo d'où il vient. Rudo leur dit qu'il est tombé de l'endroit qu'ils appellent la sphère, et dès qu'il dit cela, tous les hommes enlèvent leurs masques, surpris, car ils n'ont jamais vu de sphéricien vivant auparavant. Ils ont encore du mal à croire qu'un sphéricien ait pu survivre à une telle chute, mais à en juger par l'expression du visage de Rudo, il doit dire la vérité. Rudo n'apprécie pas que des inconnus touchent son visage, alors il se recule, et les hommes s'excusent d'avoir été impolis, mais ils ne voient pas souvent des gens comme Rudo, alors ils se sont un peu excités. Quoi qu'il en soit, le chef voit bien que Rudo doit être mal à l'aise avec ses chaînes, alors il lui propose de les changer, et Rudo trouve qu'il est plutôt sympa, mais malheureusement, les choses ne se terminent pas comme Rudo l'avait imaginé. Il se retrouve enchaîné à l'arrière de leur camion, et les hommes se moquent de Rudo, lui disant qu'il a été stupide de leur faire confiance alors qu'il ne sait pas qui ils sont. Alors que les chaînes sont resserrées, le chef rappelle aux autres de faire attention à lui, car il ne voudrait pas endommager leur dernier produit.
Les sphérites se vendent à prix d'or dans la région, mais ce sont surtout les corps qui sont vendus, les yeux, les doigts et même les vêtements des sphérites atteignent des prix élevés, mais le chef n'aurait jamais imaginé trouver un sphérite vivant. Il suppose que Rudo doit se demander pourquoi les gens sont prêts à payer autant pour des sphérites, alors il lui explique que c'est parce que tous les habitants de la surface méprisent les sphérites. Tout ce qu'ils font, c'est déverser leurs déchets sur les gens d'ici, et ceux-ci s'accumulent jusqu'à empoisonner l'air. Cela crée même des monstres ici, donc les sphérites massacrent pratiquement les habitants de la surface avec tous les déchets qu'ils déversent ici. Donc, une fois que les gens d'ici découvriront que Rudo est l'un des sphérites, cela ne sera pas bon pour lui. Il pourrait être torturé, mis en pièces, ou peut-être que quelqu'un sortira même l'huile pour bébé, mais le chef se fiche de ce qui arrivera à Rudo, car il va gagner beaucoup d'argent en le vendant au plus offrant. Mais avant cela, il veut prendre sa revanche, alors il commence à enfoncer des déchets dans la bouche de Rudo. Il pense que Rudo a dû mener une vie protégée dans la sphère, et que le fait de le forcer à manger des déchets devrait briser son moral. Mais alors qu'il enfonce un déchet dans la gorge de Rudo, celui-ci lui mord les doigts et lui arrache la chair jusqu'à l'os. Le chef recule sous l'effet de la douleur, mais Rudo continue de mâcher la chair et l'avale même. Dans les bidonvilles, Rudo était obligé de manger des ordures comme celle-ci tout le temps, donc rien n'a changé pour lui. Même la discrimination est la même ici, car peu importe où Rudo va, les gens trouveront toujours une raison de le traiter comme un déchet, et il en a assez. Il se libère de ses chaînes et, à présent, Rudo a perdu tout sens commun, la seule chose qui occupe son esprit est le meurtre. Engin a observé toute la scène depuis une falaise voisine et il est impressionné par ce dont Rudo est capable. Rudo se souvient de ce que Recto lui a dit, prendre soin de quelque chose assez longtemps lui donnera une âme. Lorsque Rudo attrape la chaîne qui flotte devant lui, celle-ci commence à briller d'une lumière rouge, choquant les charognards. À la surface, il existe des personnes spéciales comme Engin qui sont capables de donner vie à des objets pour en tirer toute leur puissance, et Rudo est l'une d'entre elles. La chaîne qu'il tient se transforme, ce qui rend les autres charognards prudents à l'idée de l'attaquer, mais leur chef leur rappelle que même si Rudo est un donneur, tant qu'ils lui prendront cette chaîne, il ne pourra plus utiliser ses pouvoirs. Les charognards parviennent à faire tomber la chaîne des mains de Rudo, mais cela ne l'arrête pas, car Rudo attrape simplement un pneu à proximité et l'utilise pour les tabasser tous. Le dernier qui reste est le chef, et comme il ne peut rien faire pour arrêter Rudo, il se met à l'insulter sans cesse, mais cela ne fait que le rendre encore plus furieux. Rudo est sur le point de l'achever sur place, mais à la dernière seconde, Engin intervient et l'arrête. Rudo finit par reprendre ses esprits, et le pneu qu'il utilisait se désagrège en poussière quelques instants plus tard. Rudo n'a aucune idée de ce qui vient de se passer ni de comment il a fait tout cela, mais il a le sentiment que cela a quelque chose à voir avec ses gants. Engin s'excuse d'avoir abandonné Rudo ici, mais il devait voir de quoi Rudo était capable, et maintenant qu'il sait que Rudo est un donneur, il veut lui proposer un marché. Il dira à Rudo tout ce qu'il veut savoir, et en échange, Rudo devra venir travailler avec lui et le reste des cleaners. Mais après tout ce qui s'est passé, Rudo ne fait plus confiance aux gens, alors il répond à Engin, non.